Alors, monsieur Adrien, vous avez un de votre petit-fils qui vous a demandé d'écrire vos mémoires, et c'est une chance pour nous, puisque je pense que le temps que vous allez nous raconter cet après-midi ne sera pas suffisant pour prendre connaissance de tout ce qui vous est arrivé, mais j'invite vraiment les uns et les autres qui ne connaissent pas encore vos deux ouvrages à les acquérir. Il y en a au fond de la salle, parce que c'est une lecture passionnante. Donc vous avez fait un long voyage mouvementé d'aventuriers et de pionniers. La semaine dernière, nous écoutions votre ami Jean-Luc Vandened, navigateur hors pair, qui regrette de ne pas être aujourd'hui avec nous. Vous êtes tous les deux hommes de défi, de liberté, d'aventure, mais d'aventure mesurée. Le journaliste de l'Express, Jean-Marie Biet, disait de vous, en 2001, marin-pêcheur, armateur d'envergure internationale, aquaculteur, le parcours d'un homme qui n'échoue pas. Mousse, à 13 ans, puis patron pêcheur, vous avez connu la rudesse du métier de marin. Entrepreneur visionnaire, armateur industriel prospère, un environnement de soucis et de responsabilités vous a été familier. Votre passion de la mer, votre âme de chercheur, votre goût de l'aventure, votre curiosité du monde et des hommes vous ont amené à 40 ans d'aventure africaine, à développer de nouvelles techniques de pêche, à vous lancer dans la commercialisation, à déployer 23 entreprises dans 4 pays, et ce, sur 3 continents. Travailler en équipe soudée vous était cher. Votre entourage familial, votre épouse surtout, et votre entourage de travail ont joué un rôle important dans vos aventures et vos réussites. Vous avez côtoyé des chefs d'État, mais aussi des sages du Sénégal, entre autres. Votre audace a permis de maintenir des entreprises et des emplois. Pour cela, vous n'avez pas hésité à écrire au président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, mais aussi à écrire une lettre ouverte au Noirmoutrin en 1992 afin d'établir un dialogue lors de la crise de la pêche. Humaniste et fidèle, vous êtes revenu à votre premier port d'attache, l'Épine. Amoureux de la nature, du silence, soucieux des océans qui se tarissent et du manque de protéines à venir pour la population mondiale grandissante, vous mobilisez toujours votre âme de chercheur. Alors nous allons avoir le plaisir de vous écouter. Merci, madame. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre si belle salle du Conseil. Vous avez mis, vous, madame la présidente, la barre un peu haut. Je ne pourrais que vous décevoir maintenant. Merci, madame la présidente, messieurs, mesdames les membres de la Légion d'honneur. Merci aux jeunes qui veulent se lancer dans l'aquaculture. Merci à tous d'être venus. Merci à mon ancien ami Guédon. On s'est des fois opposés, notamment pour les quotas, vous vous souvenez, mais j'ai de vous un souvenir merveilleux. Bon, nous n'allons pas trop perdre de temps. Voilà. Comment vous dire? Je trouve mes papiers. Excusez-moi, c'est l'émotion. Écouter un vieux monsieur raconter sa biographie, c'est pas excitant. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais ça, je vais... Et puis ça aussi je l'ai fait. Bon, c'est pas tout à fait la méthode que j'ai employée dans la rédaction de mes 2 livres. J'ai voulu surtout apporter un témoignage sur comment nous vivions
il y a bien longtemps, parce que j'ai 86 ans, dans un petit village d'abord de l'ouest de l'île de Noirmoutier, voisin, et au bord de la mer. C'était en 1933, je suis né. L'année où Hitler a pris le pouvoir, si vous pouvez vous situer dans le temps. Dans ce village, nous étions très pauvres. Nous n'avions pas d'argent. On n'avait pas tellement besoin d'argent non plus, puisqu'on n'avait pas de facture d'électricité, pas d'eau, pas de voiture, pas d'essence, pas d'assurance, pas d'abonnement de smartphone, pas de... enfin tout ce que vous connaissez, pas de dépenses dédiées. Notre souci, c'est le pain, qu'on n'avait pas toujours, et nous habiller. Notre vie était rude, mais dans ce petit village, nous étions soudés, une communauté, parce que souvent on était confrontés au drame de la mer. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais les rues du cimetière, c'était Péry-en-Mer, c'est difficile à croire, mais c'était comme ça. Nous vivions en autarcie. Nous avions notre potager, un poulailler, le clapier, et un cochon qu'on élevait, excusez-moi, un cochon qu'on élevait à 2 familles. Et ça, pour remplir le cochon, on mangeait à notre faim pendant 3-4 jours. C'était un souvenir merveilleux. À chaque fois que j'en parle, l'estomac répond. Celui qui n'a jamais eu faim ne peut pas savoir. Mais nous étions peut-être pauvres, mais nous avions une richesse que même notre milliardaire national Bernard Arnault ne pourra pas se payer. Nous avions sur cette île paradisiaque, il ne faisait jamais chaud, jamais froid, nous avions l'espace. Tout ça, c'était pour nous, cette belle nature. Nous, les gosses, on jouait dans un grand espace de dune entre le village et la mer. 10 km de plage pour nous. Maintenant, tout ça est plein de résidences secondaires. Mais à l'époque, on ne pensait même pas que le tourisme allait exister. C'était... La religion réglait tous nos problèmes. Ça nous aidait quand même à ne pas trop penser à nous. Du 1er janvier au 31 décembre, c'était le calendrier liturgique. Et puis, bien évidemment, du baptême, confirmation, petite et grande communion, mariage, enterrement. Nous parlons patois. C'est notre langue native. Notre culture était orale. Le soir d'hiver, la nuit se couche, la nuit arrive plus tôt, pas l'éclairage urbain, on avait juste une chandelle de résine, on commençait à avoir les premières lampes à pétrole. Et nous allions veiller les uns chez les autres, et là, les vieux nous racontaient des histoires de sorciers. La seule lumière qu'on avait, c'était le l'âtre, et il y avait des bancs fixes, puis il y avait une espèce de poêle, on était bien là tous. Et ces histoires de sorciers, mais nous, les gosses, on frémissait délicieusement d'ailleurs. Mais ils nous racontaient aussi des choses beaucoup plus dures à entendre. Ils nous parlaient de ce qui s'était passé pendant la Révolution. L'île ayant été prise et reprise par les Blancs et les Bleus plusieurs fois, étant donné que c'était une place stratégique. À chaque fois, il y avait des règlements de compte et des choses, ce qu'ils nous racontaient. Bien sûr, une tradition orale, il peut y avoir des choses tout à fait fidèles, mais j'ai 86 ans. Ça se passait, j'avais 10 ans, 75 ans. Le père Jean-Biette qui me racontait ça avait 90 ans, et il venait ça de son grand-père. Et nous sommes rendus là à la Révolution, donc c'était assez crédible. Puis là, hier, là je suis avec ma mère, vous voyez, elle porte la coiffe marmontrine. C'était la coiffe traditionnelle chez nous. Mon père part à la guerre. Ma mère a une idée. On traverse l'île à vélo et on va dans le seul studio photographique qui est. C'est une demoiselle très, très artiste. Et alors elle avait imaginé cette scène pour dire à mon père, tu vois, quand on t'écrit, on pense à toi comme ça. Elle était très, très fine, très sensible, ma mère. Puis vient l'occupation. L'occupant, pour nous, fut correct. Bien sûr, on n'était pas libre, c'était l'ennemi. Je me souviens quand la première section a traversé
l'épine, un godillot, là, en chantant Hey, hello, hello. Et oui, j'avoue que je le mets de temps en temps sur Internet pour l'entendre et ça me rappelle ce temps-là. Notre voisin avait appelé son chien Hitler. Quand les Allemands sont arrivés, il l'a tué. Parce que Hitler. La photo que vous allez voir, c'est la photo du bonheur. Avec à gauche Gilbert, moi au milieu et Noël à droite. Nous venons de passer une enfance merveilleuse, même si nous n'avions pas grand-chose, et nous venions d'obtenir notre certificat d'études primaires. Mais c'est aussi une photo tragique, parce que d'abord, nous avions embarqué le lendemain ou sur le lendemain, chacun de nous sur un grand voilier à la pêche au large, à la voile, quoi. Et nous allions passer du paradis à l'enfer, mais on ne savait pas. Mais surtout, à droite, Noël s'est noyé l'année suivante sur le plateau de Rochebonne. À gauche, Gilbert, qui comme moi était patron de pêche, commandait un gros mardier noir-moutrin à moteur. Il avait 25 ans, il s'est perdu corps et biens au large à l'entrée du Pertuis d'Antioche, avec 3 autres de mes copains d'enfance. Parce que, à l'époque, on avait très peu d'instruments de navigation, on avait que la boussole, c'est tout. Alors, la vie de mousse, je ne m'étendrai pas trop. La veille d'embarquer, avec ma mère, nous étions en train de remplir ma paillasse, ma petite couchette. Elle avait ménagé une fente sur le côté de la paillasse et glissé des bouteilles d'eau qu'on avait économisées depuis longtemps parce qu'elle savait que sur ces bateaux-là, il n'y avait pas d'eau douce potable. Il y avait une cuve avec de l'eau douce qui était toute rouillée. Il fallait la passer dans un linge pour faire le café. On faisait les cuisines à l'eau de mer et on buvait du vin. J'avais jamais bu de vin, alors elle avait prévu ça. Le bateau sort du port, mal de mer, et je vois avec horreur les marins qui sortent du poste d'équipage avec mes chères bouteilles. Et devant moi, ils les ont cassées sur le port d'Alice, sur le bateau. Et il y en a un qui vient à moi avec un cadre. Allez petit gars, un coup de rouge, c'est pas avec de l'eau qu'on fait des marins. J'ai bu, j'ai rendu. L'autre vient avec une cigarette, j'ai pas pu. Allez, au boulot. Faire la cuisine avec le mal de mer, et le mousse dormait peu, parce que déjà les matelots dormaient pas beaucoup. L'été était courte. Et le mousse devait ramasser tout, nettoyer tout, les jus et tout à la fin du soir. Et le lendemain matin, se levait avant les autres pour faire le café. Et il était le bruit de tout le monde. Petit gars va chercher ci, petit gars va chercher là. On ne t'appelle pas ni Michel ni Pierre ni Jacques, on t'appelait petit gars. Ce fut très dur, j'ai survécu, d'autres aussi, mais les gens étaient en prison aussi, hein. Maintenant, si on faisait ça. Donc, je vous disais, on a des équipements de navigation rudimentaire, il y avait beaucoup de naufrages. Le 18 avril 1950, nous sommes drossés au cours d'une violente tempête sur la pointe du Lysée, au nord-ouest de l'île Dorée. Et là, c'était violent. On n'a pas eu le temps de s'habiller, l'eau s'engouffrait dans le poste d'équipage. Nous sommes montés tous avec notre bouée de sauvetage, parce qu'on a dormi avec la bouée de sauvetage comme oreiller. Heureusement, il y avait des caleçons molletonnés et puis chemisette. La mer brisait et le bateau allait agoniser rapidement. Un matelot aperçoit à une quinzaine de mètres une bande noire, c'était un rocher. Mais malheureusement, on a sondé les gaffes, c'était très profond, on était sur un point de roche. Et nous avons pensé notre dernière heure arrivée. Heureusement que quand j'étais enfant, la colonie de Blois, colonie de vacances, était mitoyenne de chez mes parents. Ils m'avaient adopté, je passais mes 2 mois de vacances avec eux, avec l'accord du curé et de ma mère, et ils m'ont appris à nager. Et là, ça n'a pas été trop difficile pour moi. J'ai bu la tasse, mais j'ai pu atteindre ce rocher. J'avais une ligne derrière moi, puis on a fait, comme l'oiseau connaît ça, on a installé un va-et-vient avec des bouées. On a pu se sauver comme ça. Je raconte ça. Oui, petite
ils ne savaient pas nager. Alors, à l'époque, les marins ne savaient pas nager. On avait l'alcool et le tabac détaxés, presque pour rien, et on ne savait pas nager. La vie d'un marin n'était pas quelque chose d'important. Mon père fait construire un bateau après pour aller à la pêche au thon. Alors voilà le lendemain du naufrage ce qui restait du bateau. Le côté bâbord a été pulvérisé, le moteur est resté, tout ce qui était lourd à l'endroit du naufrage, le scaphandrier était le chercher. Alors nous armons la pêche au thon. On n'avait jamais fait la pêche au thon. C'était un bateau de 15 mètres. Tu veux tourner? Pardon. Voilà. Alors, à gauche, vous voyez, on avait le même gréement que le bateau qu'on passe, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des vieux gréements, mais on n'avait pas ni la flèche, ni le... On avait juste une trinquette, on n'avait pas le fond. La photo de droite peut vous choquer, parce que nous partions pour 25 jours sur ce petit bateau, on ne pouvait conserver la viande fraîche, les vivres frais que quelques jours. Et manger du thon matin, midi et soir, bouilli, rôti, les gorges, les foies, etc. On en avait. Alors en sortant du port, le lendemain, comme ça, on apprenait un dauphin, on disait un marsouin, on faisait des filets avec la viande et on mettait ça à sécher dans les haubans. Et au bout de 5-6 jours, c'était noir, ça boucanait un peu, ça avait du goût. Enfin, c'était pas du caviar, enfin ça changeait du thon. Ça se fait plus, bien entendu. Donc, comme j'étais assez adroit, c'est moi qui étais chargé de la prenée. Voilà, il y avait une vie aquatique intense à l'époque, incroyable. Les marins d'aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte. Mais je n'ai pas parlé de ressources à l'époque, parce que la mer est inépuisable. Puis notre service militaire, j'embarque sur on m'embarque sur un transport de munitions, de Gapo, et tous les mois on faisait Toulon, Sidi Abdallah, lac de Bizerte, Alger, Oran, Argeux. On commençait à alimenter l'armée française, on sentait bien que les choses allaient se gâter. Les guerres d'Algérie n'allaient pas tarder à se déclarer. J'ai insisté, je suis arrivé le lendemain de la kermesse sanglante de Ferryville, mais là c'était en Tunisie. Pendant mon service militaire, je dévorais les articles des revues professionnelles, la pêche maritime, le marin, etc. Et je lisais surtout les rapports du commandant, des gargots qui croisaient au large de l'Afrique, qui disaient mais on voit des immenses bancs de poissons surmontés de nuées d'oiseaux, alors le petit pêcheur, ça tournait là-dedans. Et donc un article surtout m'a attiré mon attention. Les Basques venaient d'adopter une méthode de pêche révolutionnaire, le pêche au thon à l'appât vivant. Ils gagnaient beaucoup d'argent, et aussitôt mon service militaire accompli, je file à Saint-Jean-de-Luz et je m'embarque sur un petit bateau qui s'appelait la Louvre. Cette méthode était très efficace. On partait le matin, on capturait quelques centaines de kilos d'anchois de sardines, on mettait à vivre dans des viviers qui étaient bricolés, mais ça vivait une dizaine d'heures. On faisait 2 heures de route, parce qu'à Saint-Jean-de-Luz, il n'y a pas de plateau continental, la mer est tout de suite profonde, donc le thon vient tout près. Et on pêchait, on jetait d'abord, dès qu'on stoppait, on jetait la part, mais au bout de 5 minutes, les premiers remous du thon arrivaient, et puis ça s'aglumait. Je ne sais pas comment ils communiquaient les poissons, mais... Et quand il y avait une belle pelote, ça bouillonnait, on mettait une sardine vivante sur la maison, et hop, on pêchait. 500 kilos, 1 tonne, 2 tonnes. Mais il y a beaucoup d'argent. Alors qu'avec la méthode à la ligne, au bout de 25 jours, on ramenait 4 tonnes. Alors, là, je m'en écoute parce qu'il le faut. Le 11 septembre 1955, quand je me suis réveillé, j'étais loin de me douter ce qui allait m'arriver cette journée-là.
qui fut la journée la plus importante de ma vie, mais de très loin. Je vais poster un dimanche, on était à terre, je vais poster 3 courriers ce jour. Un courrier au chantier Bernard, qui avait construit le bateau de mon père, en disant « Ah, je voudrais faire construire un bateau, un grand bateau. Pourriez-vous me réserver une place dans votre planning dans à peu près un an ?» Une lettre au Crédit Maritime pour solliciter un crédit, et une lettre à un petit flirt que j'avais à Marmoutier en disant « Ma chérie, je m'embarque dans un truc, là c'est trop dangereux, je prendrai une famille avec moi. » C'était une lettre de rupture, j'avais bien emballé, mais c'était quand même une lettre de rupture. Je retourne à bord, j'étais assis à l'arrière, je m'en souviens, abîmé dans la réflexion, puis il y avait de quoi alimenter. Quand mon regard fut attiré comme ça sur une silhouette de femme, elle était jolie, mais elle avait quelque chose de plus, un sourire qui lui venait naturellement, une féminité. Quand j'ai dit, le mec aura une femme comme ça, il ne sera jamais malheureux. Puis je remets à... Au bout d'un moment, je vais faire un tour à terre, et sur le remblai, je la rencontre. Et 3 jours après, j'ai demandé un mariage. Nous sommes dans l'irrationnel total. Toutes mes réflexions, tous mes engagements, tout, il faut pas entraîner une femme. Non, rien n'existait plus. Et celui qui ne croit pas au coup de foudre, ben, tant pis pour lui. Ah bon, c'est connu, là. Ben, voilà. 62 ans, 63 ans de mariage. Ça fait 65 ans que c'est arrivé ça. Et je ne regrette pas. Mais elle m'a dit, je vois, il faisait mauvais temps, heureusement, parce qu'on est resté 3-4 jours à terre. Et elle m'a dit, je dois partir après-demain par le train à Paris. Ah bon? Ah bon? Mais elle m'a laissé séparer, mais je pouvais remettre ça à bout. Elle dit, oui, je travaille chez des hauts fonctionnaires parisiens, je suis là, je m'occupe de 3 petites filles, et ils rentrent par voiture et moi je pars par le train. Ah bon, je pars après-demain. Je file chez l'armateur, sur Amazon, il me dit, Jean, j'ai un impératif, il faut que je rentre vite à Marmoutier. Il me dit, tu vois, t'as raison, parce que la campagne est finie, il fait mauvais temps, tu viens là, on fait des comptes. Le lendemain, je vais voir M. Ramazet, un brave homme. Il me donne mon argent. On avait gagné beaucoup d'argent. Hein. C'était un bateau, j'étais très content. Il me dit, est-ce que tu penses revenir l'an prochain à Saint-Jean-d'Us? Oui. Ben oui, j'ai gagné des sous. Si vous voulez, je reviens. Et tu sais que j'ai un grand clipper type californien en construction à Arcachon. Et puis on en parle avec les matelots. Eh bien, si tu viens, je t'en offre le commandement. Boum. Ça arrive à 22 ans. Nous voilà dans le train. Des choses allaient vite. J'avais rompu avec Bernadette. J'ai été presque marié avec ma femme. Me voilà avec un commandement, un bateau au projet, tout ça dans quelques jours. Mais on arrive à La Roche-sur-Yon. Et là, je la quitte pour prendre le train pour venir à l'Épine, sur lequel j'étais là avec mon sac de marin. Elle pleurait. Moi je pleurais parce qu'un homme ça pleure pas, hein, sauf quand ça pleure. Ce chef de gare, je ressaute dans le train. Et le voyage de La Roche-sur-Yon à Paris, on en a fait des voyages, on a une caisse de billets d'avion comme ça. Et c'était le plus beau qu'on avait fait. Je suis revenu apaisé. Arrivé à Marmoutier, je file à Saint-Jean-d'Us, au Sable d'Olonne, et je m'en vais la bouche en cœur voir le Crédit Maritime, pour voir s'il a bien reçu mon courrier. Vous pouvez poser, vous êtes M. Adrien? Oui, une seconde. Ah. Il s'en va, puis il donne d'un bureau. Il me dit, j'ai vu ta lettre au Crédit Maritime. T'as aucune chance. Elle dit, je sais bien. Il me dit, je vais voir ce que je peux faire.
parce que je suis aussi président du Crédit Maritime. 15 jours après, je reçois un télégramme d'un Moutier de venir d'urgence au sable, Sauvette. Me voilà dans Sauvette. L'entrée de jeu, il me dit, veux-tu aller en Afrique? Je dis, je vais pour tout, hein. Voilà. La guerre d'Algérie fait rage. Et le gouvernement français met le paquet pour développer économiquement les pays d'Afrique noire, AOF, les États françaises, dont Dakar était la capitale, pour essayer qu'il n'y ait pas ces envies d'indépendance. Donc on vient de construire à Dakar un énorme complexe frigorifique et maintenant ils veulent envoyer des bateaux pour pêcher le thon. Ils s'aperçoivent qu'il y a des usines Sopiquet, Cassegrain, mieux, pour monter des usines là-bas, et il faut du thon. Donc, si tu veux faire un bateau dans les dimensions du gouvernement, enfin dans le cadre il y a une subvention de 35%, plus du tiers. Alors, j'ai discuté avec les financiers du Crédit Maritime en expliquant que tu as la connaissance de ce métier, puisqu'il fallait pour aller en Afrique de la Pavillon. Que tu venais de faire une marée d'anthologie, donc tes compétences, on pouvait penser que c'était un coup de chance, mais c'est quand même positif. Mais surtout, il y a la lettre de M. Ramazaï, ton armateur de Saint-Jean-d'Us, à qui tu as demandé d'écrire au Crédit Maritime, qui confirme bien qu'il te donne le commandement de son grand bateau. Et il fait des éloges sur toi. Maintenant, ils sont prêts à considérer la subvention comme quasi-fonds propre, mais il faut que tu trouves des cautions. Alors là, j'ai vu tous les artisans que j'ai sollicités pour la construction du bateau, et j'ai obtenu un certain nombre de cautions de faible montant, mais l'ensemble faisait quelque chose d'un peu significatif, mais surtout prouvait que tous ces gens-là faisaient confiance. C'est pour ça que j'ai pu construire mon bateau que vous voyez là. Le 6 novembre 1957, le ciel était gris. Nous partons en Afrique. Janine était là, toute frêle à l'époque, avec un petit burn, notre premier bébé avec un petit burnou blanc. Il est là, le petit bébé, c'est lui là. Et le bateau s'éloigne du quai. Je vois ce petit point blanc qui se fond dans la grisaille de la foule. J'étais triste parce qu'on allait se séparer pour 6 mois. Et là, pas d'Instagram, pas de WhatsApp, pas de... Non, c'était 6 mois sans téléphone, sans rien. J'appuie sur la corde à brune et il m'a monté un sanglot nerveux que je n'attendais pas. C'est que je partais pour 6 mois. On allait donc 6 mois séparés à l'aventure, sans savoir. L'Afrique, c'était mystérieux à l'époque, on n'y allait pas en avion. Hein. J'avais pas d'argent. J'avais eu de l'argent pour construire le bateau. Le père Sauvette, la coopérative, m'avait donné une carte Shell pour pouvoir souter à Dakar, faire le gasoil à Dakar et à Las Palmas. Et je n'avais pas d'équipage. J'avais trouvé un mécanicien et 8 matelots marginaux par la crème qui allaient faire confiance à un jeune comme ça, sans argent, sans armateur derrière lui. On pensait là-bas qu'on allait sur les sauvages. C'est ce qu'on nous disait. L'entrée dans le port de Dakar, ça fut un choc. Et ça, je le dirais haut et fort partout. Je me rends à l'inscription maritime, comme en France. Mais non, on était en France. Je vois les employés qui téléphonaient, téléphone automatique. Alors que chez nous, allô mademoiselle, 6 heures d'attente, oui, 5 minutes seulement, oui, ah. Téléphone automatique. Je dis au taxi, je veux voir Dakar. Les grandes avenues bituminées, la place était une immense place bordée de grands buildings tout neufs, le palais du gouverneur, le palais du président maintenant, le building administratif, le palais de justice, l'Assemblée nationale, une université, un campus comme il y en avait pas beaucoup en France. Bon. Une autoroute.
Entre Dakar et l'aéroport à 30 km, il y a une autoroute qui passe en France. Alors, Jacos aussi, devant ce complexe frigorifique ultra-moderne, c'était des plans américains, on ne faisait pas ça en France. Donc, un petit peu d'histoire s'impose. 100 ans, jour pour jour, en Provence, en 1857, là, nous étions en 1957, le capitaine de vaisseau Protet prenait connaissance de la côte du Sénégal. Les négriers, depuis 2 siècles, chargeaient leurs sinistres cargaisons sur la côte d'Afrique, surtout du côté du golfe du Bénin, mais n'allaient pas à la terre. Personne n'allait s'aventurer en Afrique parce qu'il n'y avait rien. Le noir n'a pas de chance parce qu'il n'a pas eu d'écriture. Donc il n'y a pas une pyramide, il n'y a pas une cathédrale. Et c'était des petits villages disséminés qui parlaient des dialectes différents. Donc ça ne posait pas d'intérêt. On n'avait pas à terre. La seule statistique précise qu'on a sur Dakar, c'est 30 ans plus tard, à Dakar, il y avait 1556 habitants. Et cette statistique est précise, en 1878, parce que c'était l'épidémie de fièvre jaune, et c'est d'origine médicale ou statistique. En 1885, Bismarck réunit tous les pays d'Europe de l'Ouest, tout le monde avait des colonies, plus l'Amérique pour le Liberia, plus l'Empire ottoman. Pendant 3 mois, ces braves gens se mettent d'accord pour partager l'Afrique noire. Donc, avant d'explorer, pour éviter de se taper dessus. Donc, la colonisation s'est terminée en 1960. Tous ces pays ont été indépendants en 1960 et les années suivantes. La colonisation n'a duré que 75 ans. Au début, Dakar était un village où ils montaient en cocotier, il y avait quelques petites pirogues en bas. On a laissé un des plus beaux ports du monde, et tout ce que je viens de vous dire. Alors quand on dit qu'on a exploité, quand j'entends des hommes politiques, des économistes raconter qu'on a exploité ces pays, c'est faux. Voilà. Nous sommes à la moitié, si vous voulez, on va prendre quelques minutes de détente avant de passer à l'aventure industrielle proprement dite. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions sur cette première partie? Je vais poser une question parce que je pense que c'est difficile de prendre la parole après ce que l'on vient d'entendre. Bravo, Chalobien. L'aventure, évidemment, on en avait connaissance, mais je n'avais pas eu l'occasion d'assister à une de vos conférences. Et c'est vrai que c'est quand même un bel exemple pour tous les jeunes qui sont présents parmi nous aujourd'hui, parce qu'on a tellement décrié l'apprentissage et tout ça dans les décennies passées. Hein, c'est pas lui qu'il faut que je puisse convaincre. Je crois que c'est un bel exemple qu'on peut, par le travail, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, parce que derrière il y a du travail, on peut aussi réussir dans la vie sans forcément avoir fait des brillantes études jusqu'à 30 ans. Donc ça c'est un bel exemple et ça existe encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que de pouvoir témoigner devant les jeunes de la maison familiale, je pense que c'est important de le faire. Donc bravo Madame la Présidente pour avoir organisé cette conférence. Vous voulez qu'on continue? Puisque je vois que tout le monde reste là. On repart. Bon, mais me voilà à pied d'œuvre. Maintenant, il faut réussir. Je suis couvert de dettes et j'ai pas d'équipage. Je recrute 10 noirs, 9 piroguiers bien costauds de 18 à 20 ans, et un homme d'une quarantaine d'années qui parlait assez de mots français pour traduire mes ordres. Mais une difficulté imprévue se présente à moi. Il y avait déjà 60 bateaux français à pas vivants, transformés ou récents,
Il était déjà là. Le plan du gouvernement avait été très efficace et très incitatif. 60 bateaux, ça fait 1200 marins blancs. Et quand j'embarque des noirs, j'ai reçu plus que des réflexions désagréables, j'ai été agressé. Oui, qui passe le métier, les noirs, tu marches, ce sont des noirs, etc. Il y en a chez eux, mais bon, je me suis dit, j'ai pas trouvé blanc. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon. Nous voilà partis. J'étais quand même un peu inquiet, parce qu'ils m'ont dit, mais de toute façon, c'est des sauvages, ils ne connaissent rien, tu vas te casser la gueule, c'est bien fait. Mon appareil, dans ce petit poste d'équipage, il y a promiscuité entre 9 blancs et 10 noirs. Comment ça va se passer, surtout qu'on est plus ou moins à poil? Vous voyez? Eh bien, ça s'est passé une osmose immédiate. Ce qui nous a unis, c'est la mer. On a tous compris que nous nous sentions supérieurs au noir. Aujourd'hui, on avait envie de dire ça, mais c'était comme ça. Et le noir se sentait inférieur à nous. Mais devant la réalité de la mer, on avait les mêmes réflexes, la même adrénaline quand on arrivait sur un menton, ils faisaient les mêmes nœuds que nous, ils savaient réparer les filets. Vraiment, j'étais surpris, puis les gars aussi. Au bout d'un mois, le port de Dakar faisait des statistiques précises, parce que il fallait rendre compte à Paris. Donc c'était tout le monde débarqué au complexe frigorifique. Et le premier mois, le bateau qui était en tête, c'était le Fils de la Vierge. Les clapets commençaient à se fermer. J'ai bien vous dire qu'avec ces noirs, il n'y a pas un oiseau qui passait sans qu'ils me le disent. Et quand on était sur un banc, c'était physique. Vous allez voir une scène de pêche, s'il vous plaît. Voilà. Bon, là, à gauche, j'avais un thon de 10-12 kilos. C'est des scènes de pêche. Puis, alors là, on a vu des scènes incroyables. Puisque là, cette année-là, on débarquait tous ensemble et on commençait à attaquer une zone qui n'avait jamais été pêchée. Ces nuées d'oiseaux survolant des immenses bancs de poissons qui m'avaient fait tant rêver au service militaire, on les voyait, on les a vus. Je raconte dans mon livre des scènes qu'on appelle scènes des requins. Je l'ai raconté dans une conférence que j'ai faite à Marmoutier et où mes anciens étaient là, qui l'ont confirmé. C'est parce que vraiment c'est incroyable. Ces scènes-là, l'œil humain ne verra plus. Puis vient l'indépendance. 1960, pas une goutte de sang. De Gaulle a géré ça de main de maître. Il envoie un corps expéditionnaire sur tous ces pays nouvellement indépendants, mais un corps expéditionnaire pacifique. Des dizaines de milliers d'enseignants dans le cadre de la coopération. Parce qu'il avait dit non seulement on aura l'indépendance, mais on va vous aider. Et ces enseignants étaient là pour former les cadres de l'éducation nationale de tous ces pays, qui parlent maintenant français. Nous sommes 200 millions sur la surface du globe à parler français, dont la majorité est déjà noire. En 2050, nous serons 700 millions et notre langue sera sauvée par sa masse critique grâce à ces pays-là, une démographie galopante. Par exemple, si je vous pose la question, mais vous êtes sur la piste, quelle est la première ville francophone du monde? Certains vont dire Paris, d'autres Montréal, d'autres Châlons peut-être. Non, c'est Kinshasa. 14 millions d'habitants, il y en aura davantage bientôt. Tous les Européens s'en vont. Parce que c'est pas comme les Arabes, on n'a pas dit la valise ou le cercueil, mais des petites touches. Un petit contrôle fiscal ici, un petit de douane, difficulté d'avoir la carte de séjour.
Et puis la psychose se met, et les gens, vous savez, c'est cool. Et c'est à ce moment-là que je décide de m'établir à Dakar avec ma famille. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 ans de pêche au thon, j'avais repéré sur le plateau continental un stock considérable de poissons pélagiques, c'est-à-dire de poissons qui évoluent entre le fond et la surface. Il y avait là des chachards, des maquereaux, des sardinales. Les sardinales, c'est un gros hareng tropical. Voilà. Et vous allez voir après. Et je me dis, il y a quelque chose à faire. Les Américains venaient juste d'inventer, encore eux, un appareil à relever les filets mécaniques, hydrauliques. Et avec cet appareil, on pouvait mettre en œuvre d'énormes scènes tournantes. Et si je peux faire ça, ces appareils ultra-modernes, dans ce stock qui n'a jamais été exploité, ça devrait coller. Je rentre en France, je commande le matériel à Seattle et à San Diego, et je retourne à Dakar. Fin 61, j'accoste à Dakar avec le bateau que vous voyez là, c'est le Fils de la Vierge. Et pendant un mois, il fallait arriver à pêcher des quantités importantes, parce que c'était destiné à la population indigène. Et le pouvoir d'achat était bas, il fallait donc que j'arrive à produire des tonnages assez importants pour arriver à un prix de revient bas pour accéder à ce marché. Le premier mois, j'ai tâtonné. C'est un engin qu'on ne connaissait pas, la scène tournante de 450 mètres, c'était déjà... Et puis le comportement des monts de poissons, bref, on a réussi. Mais le problème qui s'est posé, c'est comment conserver ça. Ça, je n'avais pas assez anticipé. Glacer les 15 tonnes d'eau qu'il nous fallait, c'était impossible avec la pelle à glace et tout arrivait pourri. J'étais désespéré. Quand une idée m'est venue, dans un vivier à pas vivant, c'était des grandes cuves en inox qui étaient vides puisqu'on n'était pas au thon, j'ai fait mettre 1 mètre cube d'eau, 500 kg de glace et 1 tonne de poisson. Le lendemain, le poisson était impeccable. Le verrou était sauté. Et là, on a pêché, et vous voyez, avec ce petit bateau. Mais là, il y a 55 tonnes peut-être. 30 tonnes sur le pont. Il y a 30, dans lesquels on mettait 35 tonnes. Et sur le pont, il y en a. 20 tonnes, ouais. Tu me coupes. Oui, c'est toi qui as pris les photos. Et puis en mer. Donc, j'ai regardé dans toutes les statistiques mondiales que j'ai trouvées, je n'ai jamais vu l'équivalent d'un petit bateau comme ça pêcher 1000 tonnes par mois de poissons en bon état de conservation et pour la consommation humaine. Le bateau travaillait 365 jours sur 365 parce que avant, un équipage, il y avait 2 équipages, l'un remplaçait l'autre. Dès qu'on arrivait à terre, les dockers déchargeaient le poisson, etc. Ça marchait bien. Mais au bout de 2 ans, il a bien fallu quand même réparer au moins les moteurs. On arrête pendant 10 jours. Et là, il y a un petit mouvement, le prix du poisson s'envole, les femmes se pètent un peu. On n'a pas cité le nom du bateau parce qu'il est reparti assez vite et les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais je suis convoqué par le ministre de la Pêche, qui me pose des questions sur la profession, qui en terminant, il me dit « Oh, si vous vouliez mettre un autre bateau, on vous donnerait une licence tout de suite. » J'ai compris, j'ai mis un 2e bateau, puis après un 3e, et on pêchait là 3000 tonnes par mois. Alors, vous allez voir une petite vidéo qui va vous montrer une scène de pêche. Voilà, ça c'est une dorade sénégalaise qui vaut très cher en Afrique. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Ça a été très pêché. Et là, vous allez voir, il y a un coup de filet d'une centaine de tonnes de dorade. Le bateau pouvant prendre 60 tonnes, j'ai fait venir un autre chalutier à côté pour charger les 40 tonnes suivantes, mais on n'était pas loin du port de Dakar. Alors vous voyez, le poisson, c'est de la matière,
ça s'envoie à la pelle, ça tombe à la mer. La qualité n'est pas bonne, enfin, ça mérite d'exister. Ici, voilà, des scènes que l'homme ne verra plus non plus. Le bateau est chargé de... Vous voyez, le poisson bouge encore, les cases sont pleines, et on vient de mettre sur le pont parce qu'on est tout près du port aussi. Il y a un port, là, une 55-60 tonnes, le port du bateau. Vous allez voir où la photo a été prise. Même les cabestans. Nos petits-enfants, voilà. C'est pas long, ça va s'arrêter. Voilà. Et le bateau rentre au port. Et il n'y a pas beaucoup de flottabilité, il faudra en mettre beaucoup plus. Et tous les jours, il rentrait plein ou presque. Il faut dire qu'on tapait dans un stock vierge, tel que Dieu avait fait le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais il y avait du poisson partout, des blancs partout. Mais c'était pas la paix, c'était une lutte. Le plus gros mangeait le plus faible. C'était un monde très dur, le monde naturel de la mer. Mais c'est quand même à ce moment-là que j'ai eu les premiers doutes. On est en train de piocher dans un stock. Depuis Adam et Ève, il est là, bien avant, avec les engins les plus modernes qui existent, parce que maintenant on ne fait pas mieux, hein, c'est les mêmes équipements. J'avais l'impression de commettre un sacrilège. Je ne sais pas trop quoi, parce qu'encore, on pensait que la mer était inépuisable. Mais enfin, voyons, l'immensité, les 3/4 de la surface du globe. Alors, il faut aller plus loin, c'est tout. Bon. Je savais que mon métier de ces 3 bateaux allait être interdit de pêcher dans quelques temps. Parce que la coopération française et japonaise développait la pêche artisanale qui progressait très vite. Ils ont mis des moteurs sur les pirogues, ils ont construit des pirogues de plus en plus grandes, équipé des filets, enfin bon. Et cette zone devait normalement revenir à la pêche artisanale et non pas à la pêche industrielle. Mais j'avais anticipé cela bien des années avant. Donc j'avais racheté les chalutiers de La Rochelle. La Rochelle est un port d'expertise. Il y avait une quarantaine de beaux chalutiers en acier bien entretenus. Et tout a disparu dans l'espace de quelques années, une décade à peu près. J'en ai racheté une quinzaine et le reste a été racheté par des armateurs d'Argentine. Donc j'avais cette flotte de chalutiers sur Dakar. J'avais monté un armement au Gabon, 6 crevettiers congélateurs, un autre en Côte d'Ivoire, un autre en Guinée. Ça commençait à faire beaucoup. Pour écouler la pêche de ces... Voilà l'organigramme du groupe à l'époque, ça ne dit pas grand-chose, mais je vais vous expliquer. Pour écouler notre... Parce qu'il n'y avait rien à Dakar, il n'y avait pas de marieur, il n'y avait pas de crier, j'étais seul. On congelait. De plus en plus, j'équipais ma flotte de congélateurs. On congelait, j'avais monté un autre frigorifique, atelier d'entretien et réparation navale, administratif, tout ce qu'il faut pour s'il n'y avait rien. Et pour vendre les crevettes, les écouler en Europe, l'Italie connaissait, l'Espagne, mais en France, on ne connaissait pas. Les crevettes tropicales, au début, on jetait les grosses crevettes, on n'en gardait que les petites pour que ça ressemble au bouquet breton. Ça empêchait tellement. Donc j'avais monté une usine de cuisson de crevettes importante à Nantes, une beaucoup plus grosse à Paris, une à Marseille, une à Donzère, et une petite à la Haute-Guerre où il y avait 70 personnes. Il y avait là à l'époque, c'était en 1959, 89, il y avait 19 entreprises, 1950 salariés. C'était de la folie parce que après, dans la Sainte-Côte, on avait 4000 salariés et 23 entreprises.
Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Alors que nous étions d'accord avec mon épouse qu'on ne voulait pas rester pauvre, je ne voulais pas que les enfants connaissent la misère que j'avais eue en Mousse. À Pointe-à-Pitre, on a fait le serment de ne jamais être parvenu. Et on est parvenu à ne pas être parvenu, je l'assure. Dès que j'avais un petit moment, je prenais 8 jours de vacances, je venais dans le métier et je mettais le filet, je reprenais, je redevenais pêcheur. À ce moment-là, nous avions notre bureau, la holding et les commerciaux, on vendait un peu dans le monde entier, aux Champs-Élysées à Paris. Nous sommes restés 18 ans aux Champs-Élysées. Ma femme adorait bien parce qu'il y avait des belles boutiques pas plus loin et on était riches. J'étais riche et puissant. Et c'est pas le moment le plus heureux de ma vie. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était pas pour devenir riche. Je n'aimais pas du tout ce monde, les cocktails, les repas d'affaires, tout était faux, tout était hypocrite. Mais je ne sais pas, les affaires venaient à moi, j'aimais créer, et puis je suis un homme, il y avait sûrement une dose de vanité et d'orgueil. Et on me prévient qu'à Panama, on commence à élever des crevettes. Ça va intéresser les jeunes hommes. On file à Panama, j'organise un voyage d'études avec mes principaux. À Panama, on est surpris de voir qu'ils commencent à élever effectivement des crevettes, c'était énorme. Et puis on va en Équateur ce qui se faisait, aux États-Unis, aux îles Vierges, dans les Bahamas aussi. Ben, j'arrive en France en disant on va élever le poisson. On élève des crustacés. On commençait à élever du saumon en Norvège. Et en Équateur, on m'a dit mais le numéro 1 de tout le monde, ce sont les Français qui sont en avance. C'est France Aquaculture qui réalise la première écloserie qu'on a visitée, d'ailleurs en Équateur. C'est à cause de la bombe atomique, c'est un petit peu de temps, mais De Gaulle avait dit au SNEXO, qui était le Centre national d'exploitation des océans, faites-moi donc quelque chose là pour... il faut qu'on compense un peu les populations. Donc ils ont monté un énorme centre de recherche océanographique, et c'est là que se sont développés les premiers pas de l'aquaculture au monde. Je vais chez France Aquaculture, rue de Chaillot, je suis bien reçu. Le président trouvait drôle qu'un Français s'intéresse à ça. On discute. Il était de Marmoutier. Il me dit, nous sommes en train de travailler sur la recherche à Trédarzec, dans les Côtes d'Armor. Il m'emmène avec lui. Ils étaient en train de faire passer la truite fario de l'eau douce à l'eau de mer, ce qui se fait maintenant. On élève la truite en eau de mer. Mais surtout, on a une écloserie turbo. Les chercheurs étaient là et c'est dur. Ils faisaient 5000 alevins par an et c'est très dur pour élever une turbo. Si tout à l'heure il y a des questions, c'est très compliqué. Mais ils disent on arrivera. Et en 1984, Ifremer a dit stop, on cesse la recherche sur le turbo. On va attendre que les progrès se fassent parce que c'est trop complexe. Je file à Trédarzec et là les chercheurs me disent mais monsieur Adrien, on est sûr, on est là, on est prêt d'arriver. Ils nous arrêtent maintenant. Il faudrait qu'on nous donne les équipements, au lieu d'envoyer des protocoles à Paris, d'attendre c'est le budget d'après qu'ils nous donnent. Mais là, non, je rachète à Ifremer, à l'époque j'avais pas d'argent, je rachète le savoir-faire 10 millions, je rachète les causeries et les chercheurs les plus motivés restent avec moi. L'année d'après, ils avaient fait 50 000 alevins et ça progressait. Je n'ai pas attendu qu'on possède le savoir-faire, j'ai commencé à construire tout de suite en 86 la première écloserie de turbo à Marmoutier. Et on a fait 200, 300 000 aussi. Je confie le dossier à un jeune ingénieur, Bruno Justom, j'ai toujours un rapport avec lui. C'était un jeune ingénieur, je l'avais remarqué, parce qu'il inventait plein de choses et ça fonctionnait. Il me dit si vous me donnez les moyens, ben je dis les moyens, voilà. Budget illimité, temps illimité.
Et au bout de 6 mois et quelques, il a conçu des emballages spéciaux. Enfin, on maintenait en léthargie le poisson 29-30 heures. Donc on s'est lancé. Et on a d'abord le Japon et la Chine, mais on a vu tout de suite que c'était la Chine. Mais à l'époque, la Chine, on ne pouvait l'atteindre que par Hong Kong. Le mur est tombé l'année suivante, le mur d'Arles. Et ça marchait très bien. La vidéo qui suit est extraite d'une émission de Thalassa qu'il nous avait consacrée. Le poisson vient d'arriver en Hong Kong, vivant, sans eau, par avion. Je vais essayer de mettre le son avant. On a fait le buzz, même aux États-Unis, partout. Il y a des commentaires de Thalassa, mais... Ah, j'ai essayé de les mettre, mais c'est... Ouais, donc voilà, vous allez découvrir le turbo qui, au bout de 24 heures, faites attention, vous allez le voir, il respire encore. Ça, c'est Bi Wong, c'est elle qui avait l'exclusivité de notre poisson. Alors, regardez bien, c'est le gros plan là. Vous allez bien, regardez bien l'opercule, il vit encore. Regardez, vous allez, au bout de 24 heures. Et là, les équipes vont venir le mettre à l'eau. La résurrection est immédiate. C'est ce qu'elle dit en plus. Il explique que les collègues qui voyaient ça, ils étaient surpris que ça marche bien. Et Bi Wong dit dans le commentaire qu'ils ont commencé par 150 poissons par semaine, puis 500, puis là, ils sont rendus à 2500 par semaine. Et à la fin, ils nous en prenaient jusqu'à 5000 par semaine. Ah, mais le poisson vivant, c'est une tradition chez les Asiatiques, mais surtout les Chinois, de génération en génération, ils connaissent le vivant. Vous allez voir par la suite. On vous dit là que voilà, 400 par semaine et 2000 chaque semaine. Et les emballages, vous voyez, ils sont très spéciaux. Il y a des petits picots, vous voyez, c'est pour faire laisser respirer le poisson qui respire beaucoup par le ventre. Voilà. Donc ça marchait bien. Mais les Chinois, comme je vous disais, ils connaissent bien le poisson vivant, ils me demandent, mais pourriez-vous nous envoyer des alevins parce que la Chine vient de s'ouvrir. Et du côté du Shandong, on a des fermes qui élèvent une espèce de poisson qui s'appelle l'iramé, qui est plutôt une pluie, pas très bonne. Ça n'a rien à voir avec le turbo. Mais ils ont adapté ces fermes. Bon, on commence à envoyer des alevins, et là, c'est la folie. Ils nous en prenaient jusqu'à 7 millions par an. J'ai donc construit une seconde écoserie en marmoutier. 7 millions à 1,50 €, ça faisait un bon chiffre d'affaires pour le marmoutier. Et au bout de quelques années encore, ils en voudraient des géniteurs. Lui, il s'est vendu à un gros ostréiculteur, le plus gros de France, au lieu, et tout ça fonctionne. Quand j'ai quitté les deux entreprises, embauché 100 personnes, maintenant ils sont rendus à 120, donc ça continue, c'est pérenne, c'est mon but. Paris nous demandait, depuis longtemps, de faire un peu de publicité. Donc j'avais approché le VDH, que vous avez vu l'autre jour, après son premier tour du monde, le Vendée Globe, et pendant 20 ans, je l'ai sponsorisé. C'était un vrai plaisir, cet homme-là. Pour moi, c'est le meilleur sculpteur du monde. Il a son actif, alors Vendée Globe, Box Challenge, tout ça, il était toujours sur le podium, mais il n'avait pas la première place. Mais l'ensemble de ces points fait qu'il est champion du monde du 40 pieds. Par contre, il s'est attaqué au Global Challenge, c'est-à-dire le tour du monde à l'envers, contre le même tour du monde que le Vendée Globe, mais en contre vent et courant. Et là, on a fait construire un bateau de 24 mètres en aluminium,
il a eu beaucoup de difficultés. Et qui m'a cassé, bref, la 4e fois, il a battu le record, et son record, ça fait 15 ans, il n'est pas prêt d'être battu. Enfin, pas prêt d'être battu. Vandenel a gagné le Golden Globe Race, c'est-à-dire la course à l'ancienne qui s'est terminée au mois de mars, je crois. Et ça, c'était pas une mince affaire non plus. Mais le gros record qu'il a, le record du Tour du Monde à l'envers, va être attaqué par un jeune skipper qui va d'abord faire le Vendée Globe et qui après a le budget pour faire ce Global Challenge. Et savez-vous qui va l'aider? Vandenel. Vandenel va aider ce jeune à battre son propre record. C'est vraiment le sportif, donc je vais dire mon chapeau. Et avec nous, il tirait les budgets, il se contentait des conditions spatiales de vie à bord, pour rester amis. Pour ne pas être trop long, nous sommes allés au Pérou. Pérou parce que c'est le pays le plus poissonneux du monde. La Chine, c'est le premier producteur du monde de poissons. Il y a 1,5 milliard d'habitants et puis beaucoup de pêcheurs. Le deuxième, c'est le Pérou. Le troisième, les États-Unis. Il y a un truc. La dictature militaire, scientifique, marxiste s'effondre. La République, il y a un nouveau président et il s'ouvre au monde. C'était en 80, Jean-Michel, 93. C'est lui qui parlait bien l'espagnol et l'anglais. Et je suis le premier investisseur. On a eu un accueil là-bas. Ces pauvres gens, ils étaient malheureux. Oui, comme j'étais le premier, ils m'ont donné des licences. Et j'arrive là avec un premier bateau, un bateau usine. Un bateau où il y a 100 personnes à bord, 3500 chevaux. Et vous allez voir ce qu'on découvre là-bas. Il y avait du poisson. Donc, vous voyez, là, ce sont les lobos, les loups de mer qui sont autour du chalut. Si la côte est un désert, la mer ne l'est pas. Le Pérou a fait fortune pendant plus d'un siècle en exportant les guano, c'est-à-dire la fiente des oiseaux. Pour qu'il y ait tant de fientes d'oiseaux, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Vous allez voir les pélicans tout à l'heure. Et le capitaine avait l'ordre de ne pas dépasser 30-35 tonnes par peu de chalut, parce qu'il y avait tellement de poissons là-bas. Et l'usine à bord traitait 10 tonnes par heure. Donc, tous les 3 heures, 30 tonnes, c'était très bien. La remontée du chalut. C'est les aléas directs. Les pélicans. C'est ça qui est assez haut. Les pélicans sont immobiles. Le poisson ne risque rien. Voilà. Ça va pas? Il y a des petits problèmes de connexion. Ah, mais tant pis. Enfin, il y avait Ça se relancera. une montagne de pélicans. Hein. Bref. On a de très bons souvenirs du Pérou, la civilisation précolombienne. On nous a montré le plaisir, c'est de caresser les cheveux des momies. Bon. Mais au bout de quelques temps, 2-3 ans, les Péruviens nous disent on vous a donné des licences parce que vous êtes les premiers à nous appeler. Vos bateaux sont trop gros et surtout, ils gaspillent. Parce que vous avez ouvert le marché, le meilleur marché du monde, en Allemagne, avec du poisson congé de bord, c'est de la bonne qualité. Mais vous jetez la tête, la queue, les viscères et c'est pour mettre l'arrêt. Il faut faire de la farine. Donc on vous demande de vous séparer de ces bateaux, de construire une usine à terre. Bon. J'ai vendu ces 2 bateaux à des prix sacrifiés à des armateurs chiliens.
Et c'est mon fils René qui s'en occupait. Il est là-bas. Il a acheté une douzaine de chalutiers type Chablais ou Montier, de 600-700 chevaux. Et on a monté la plus grosse usine qui est au Pérou encore maintenant. Donc un gros investissement, endettement. Et pas de chance, à ce moment-là, El Niño. El Niño, c'est un phénomène extraordinaire, climatique, qui arrive tous les 5 ans, 10 ans. En gros, c'est un réservoir d'eau chaude qui part, parce qu'au Pérou, sous l'équateur, l'eau est froide. C'est une remontée d'eau froide, c'est comme ça le courant de Humboldt, et avec le soleil, parce qu'il n'y a jamais de pluie là-bas, c'est arrêté par la cordillère des Andes, c'est ce qui fait la photosynthèse, il y a tant de poissons. Et il y a un réservoir d'eau chaude qui quitte l'Asie, qui traverse le Pacifique et qui vient buter sur le Pérou et qui s'étale après jusqu'en Californie et jusqu'au Chili. Mais ce réservoir d'eau chaude est grand comme l'Europe. Il fait 200 mètres de profondeur. C'est pour ça que là, quand il y a ça, il n'y a pas d'incendie en Californie, il y a des inondations. Donc pendant 2 ans, il n'y a pas eu de miracle. Ce qui m'a obligé à céder l'entreprise. Et puis j'avais 80 ans, aucune banque n'allait continuer à me faire confiance. J'ai décidé de plutôt placer toutes les entreprises de mon groupe partout dans le monde, dans les 5 pays et toutes fonctionnent. Elles sont toutes collées à des grandes, par exemple à Nantes, l'usine était collée à Delably, tout fonctionne, tous les emplois sont sauvés, et puis on est plus riche. On est bien, on est aisé, très bien, mais on est bien comme ça. Et maintenant, je suis à la retraite. Depuis l'âge de 83 ans, j'ai 86 ans, ça fait 3 ans que je suis à la retraite. Ayant commencé à 13 ans, 83 ans, 70 ans d'activité, j'ai jugé que c'était bon, parce que d'ailleurs, on n'est pas performant quand on est... Alors voilà la dernière image, j'ai tenu à la fin, au même que celle qui m'a donné le coup de foudre, son sourire m'a accompagné toute ma vie. Voilà. Et là, je suis au bord de la mer. J'aime bien me rendre le soir, en fin du printemps, quand le soleil se couche, parce que le crépuscule est fantastique. Il y a des tableaux de nuages qui changent de toutes les couleurs, des tableaux éphémères, mais tellement beaux. Et ce jour-là, je vois le soleil qui se couche, et je me dis, mais les Sénégalais, mon entreprise du Sénégal, j'ai cédé à mes employés là-bas, ils sont 2500 maintenant, c'est la plus grosse entreprise, je suis toujours en rapport avec eux, hein. C'est la plus grosse entreprise d'Afrique de l'Ouest maritime, et mes anciens, je les vois encore, ils débauchent, ils voient ce même soleil que moi, mais moi je vais jouir d'un beau crépuscule, eux non. C'est ce qui m'a tant manqué quand nous étions sur les tropiques, le soleil se couche presque verticalement et il n'y a pas de crépuscule, on passe du jour à la nuit d'une manière brève. Et puis je me dis, ben là, le soleil est en train de s'abîmer. Il doit être maintenant au-dessus du petit port de Païta, où il y a notre belle usine qui est là-bas. Et Jean-Michel qui est là, il commercialise toujours la production de cette usine. Et tu viens de me dire tout à l'heure dans la voiture que les Russes c'est les Russes qui vont commencer à prendre du surimi, c'est ça? Surimi dans le choix, ouais. Et ils commercialisent le merlu toujours en Allemagne. Et ils commercialisent aussi des produits de notre usine d'Afrique. Donc je me dis, le soleil est là, au-dessus, et la brise de mer, la brisa del mar va arriver, il va faire frais, et le balai des frégates, ces grands oiseaux noirs qui utilisent le courant ascendant, on va commencer, j'aimais bien ça. Et puis, il va arriver au-dessus de la Chine, et des dizaines de millions de Chinois vont manger le poisson en or de la France. Voilà, et puis bon, ben, je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que j'ai jamais été si heureux. J'ai eu le temps de penser, de réfléchir, loin des plus minutes des affaires. Donc j'ai pas un bon souvenir. Mais c'est mélangé. Et là, bon, j'ai le temps d'écrire, j'ai écrit ces 2 livres, je suis en train d'écrire autre chose. C'est une vieillesse heureuse, voilà, féconde. Je souhaite
que vous ayez tous un jour comme nous. Ah oui. Merci d'avoir été aussi patient. Un grand merci, Chabrien, parce que en plus vous êtes poète. Vous avez terminé en nous faisant rêver au soleil qui est là pour tous. Donc, votre vie est riche d'exemples et d'encouragements pour les jeunes, plein de surprises. Et en fait, vous avez toujours été très observateur dans l'observation et la réflexion en permanence. Dès que vous observez quelque chose, il y a un déclic chez vous. Enfin, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de nous raconter. Donc, si vous en êtes d'accord, on va consacrer quelques minutes. Certains veulent peut-être réagir, vous posez pas des questions, mais je vous laisse libre de vos interventions. Oui, monsieur Adrien, d'abord félicitations pour ce bon parcours qui est parti finalement de pas grand-chose, et c'est vraiment tout à votre honneur. Et quel exemple pour nous qui sommes vieux, mais surtout pour les jeunes qui sont derrière. Ça donne un espoir formidable. Et la réussite, elle est d'abord humaine, vous l'avez montré. Moi j'avais deux questions. La première question, c'est où vous avez trouvé cette énergie pour faire autant de choses avec si peu de moyens au départ. Alors est-ce que c'est l'apparition que vous avez eue quand vous aviez 20 ans et que vous avez vu pour la première fois votre épouse? Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette énergie? C'est ma première question. Et la deuxième question, quel regard vous jetez aujourd'hui sur notre pêche côtière et notamment avec le Brexit qui serait un peu plus lourd que prévu, mais qui va quand même, je pense, modifier complètement les choses. Merci. La première question, l'énergie, bon, quand on est jeune, quand on veut réussir, tout le monde en a. Hein. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'amour de ma femme, et réciproque, et une grande stabilité. Elle s'occupait des enfants. Et là, j'ai une culpabilité, parce que moi, je n'ai jamais assisté à une réunion de parents d'élèves. C'est elle qui faisait tout. Elle me laissait libre dans des moments difficiles, parce qu'il m'est arrivé dans mes affaires de dire « Oh là là, je vais me casser la figure ». Et je m'en ouvrais à elle, et elle me disait « Oui, mais si on est tous les deux, c'est principal ». Donc, l'énergie, c'est beaucoup. Quand vous avez l'harmonie familiale, c'est un moteur formidable. La pêche côtière, la pêche en général ou la pêche côtière? Enfin, la pêche, moi je suis vendéen comme vous, et donc bon, je me suis occupé un peu de la pêche aussi, mais de manière un peu différente. Et aujourd'hui, bon, il se pose quand même beaucoup de questions, parce que la pêche d'hier en Vendée sur la côte, et la pêche de demain dans le cadre du Brexit, ça va changer quand même beaucoup de choses. Alors la pêche, aujourd'hui, ne disparaîtra pas, parce que les stocks sont gérés d'une manière satisfaisante, disons. On pourrait peut-être optimiser un peu plus, mais c'est pas mal. Donc ça durera comme ça. Ce qu'on peut gagner, c'est la qualité du poisson. Plus on aura la qualité du poisson, plus on aura un chiffre d'affaires important. Le Brexit, attendons de voir, parce que ils veulent libre-échange. Qui dit libre-échange, j'ai entendu ce midi, c'est la dernière mouture. Il n'est pas fait le Brexit, hein. Ils vont encore, ça ne va pas encore marcher, ils vont peut-être voter ou pas, ou ça va pas voter. Enfin, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Et si ça se fait, et qu'il y ait le libre-échange, il y aura des échanges dans tous les domaines, y compris dans les zones de pêche. Hein. Ce que je remarque, c'est que les politiques, quand ils parlent des inconvénients du Brexit, citent souvent la pêche. C'est quand même une chose intéressante, ce qui veut dire que la pêche sera prise en compte dans la négociation. Je vois que Guédon, au pays du chef, il ne faut pas désespérer avant. L'Angleterre, Barnier disait tout à l'heure, il y a une chose qui ne bougera pas, c'est qu'elle est proche de nous, hein, géographiquement. Et puis nos économies sont tellement imbriquées, on est condamné à s'entendre. Voilà, mon sentiment. Oui, Louis. Une question. Nous sommes sur la côte. Les débouchés sont limités. La mer a été, avec les conditions de vie et de travail que vous avez évoquées,
une possibilité de vie. On se rappelle de la saga de la sardine à une époque donnée, avec l'emploi pour les hommes, pour les femmes. Tout évolue. Tout évolue. Vous êtes au cœur d'une évolution. Alors, on s'est tous battus pour la mer. Et pour nos jeunes qui ont besoin de travail, d'exister, de vivre sur notre littoral, quel avenir apportera la mer à votre regard pour les générations futures? On a eu des discussions sur la pêche par rapport à l'aquaculture à une époque donnée, etc. Bon, d'une part, bon, tout ça évolue. Pour nos jeunes, pour notre espoir avec la mer qui est notre richesse, quelle est votre vision pour le XXIe siècle? Pour nos jeunes. Une chose qui marche, l'ostréiculture, la conquiliculture, et ça marchera bien, on peut encore faire mieux. En ce qui concerne la pêche, on ne produira pas plus, mais on produira mieux, mais on ne produira pas plus. Quant à l'aquaculture de poissons, je peux vous dire que nous sommes mal placés. Parce que le poisson, sa température, il ne régule pas sa température. Sa température, c'est la température de l'eau, donc il en est très sensible. Et pour réussir l'aquaculture, il faut des températures stables, c'est-à-dire dans le nord, la Norvège, etc., ils ont toujours des eaux froides qui conviennent au saumon. Pour le bar, c'est la Méditerranée où elle est toujours chaude. Nous, on arrive, mais pour le turbo, par exemple, la Galice a toujours des 18-19 degrés. Le Gulf Stream passe tout près de chez eux. Et nous, ici, on a des variations entre l'été et l'hiver qui fait qu'on peut élever, et je l'ai démontré, mais on n'est pas compétitif. C'est pourquoi que les fermes de poissons ne se sont pas développées. Alors que dans le monde, elles se sont développées. Parce que on a critiqué, quand je me suis lancé l'aquaculture, vous faites un kilo de turbo avec 5 kilos dans le choix du Pérou. Aujourd'hui, il ne faut que 2 kilos. Et demain, il faudra moins parce que les protéines d'origine animale seront incorporées de plus en plus. Mais l'aquaculture, c'est pas ça. Nous, les pays riches, nous élevons les prédateurs, turbo, saumon, nègre, des animaux qui nécessitent un apport en protéines très important. Mais la grande masse de l'aquaculture, ce sont des brouteurs, des animaux, des poissons qui mangent des herbes. Depuis que les Chinois ont maîtrisé l'élevage des carpes dans leur lisière, ils sont très contents parce que ça va bien ensemble. Ils nettoient le riz et puis ils ont plus de famine depuis ce temps-là. Par exemple, dans l'ostréiculture, on commence à associer des crevettes dans les clairs avec des huîtres. Et ça fait bon ménage. Maintenant, c'est au balbutiement. Aujourd'hui, attends, pour bien comprendre, en 90, c'est facile, en 90, on faisait 90 millions de tonnes. On partait de 15 millions de tonnes dans le monde après la guerre, 90 millions de tonnes en 90. Tout rivières, lacs, mers et océans confondus dans le monde. Ce sont les statistiques de la FAO, ce sont les seules. Et depuis 90, on est toujours à 90 millions de tonnes dans le poisson sauvage. Alors que les besoins de l'humanité augmentaient en 90 de 2 millions de tonnes par an, puis c'est monté à 3 millions, et maintenant c'est redescendu à 2,5 millions de tonnes par an. Et aujourd'hui où je vous parle, la pêche produit 90 millions de tonnes toujours, dont 20 millions de tonnes sont réduites en farine, donc 70 millions de tonnes pour la nourriture, et l'aquaculture produit 90 millions de tonnes, donc plus que la pêche pour la consommation humaine. Donc le problème, les faux prophètes qui disaient qu'on allait... Bref. Quant à l'anchois du Pérou, je suis bien placé, et puis mes enfants le savent bien, ça nous a coûté une fortune d'essayer de faire autre chose que de la farine. On a de la farine. On avait une usine de farine. On a essayé de faire de la farine pour la consommation humaine. Ça peut se faire. Mais le vrai marché, aujourd'hui, la farine qui sort du Pérou sert surtout 40% pour l'aquaculture, le reste c'est des engrais ou je ne sais quoi. Vous avez un bateau qui sort le matin, il rentre le soir avec 400 ou 500 tonnes d'anchois. C'est un petit poisson qui est gros comme ça,
noir et plein d'arêtes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la farine. On a essayé de faire autre chose, on a réussi à faire du surimi, d'ailleurs, ce que tu vas vraiment. Mais c'est pour le vendre. Hein. Maintenant, petit à petit, on arrive on fournissait Fleury-Michon en surimi d'anchois quand on était là. Parce que nous, c'est le surimi base, c'est-à-dire la protéine pure. Après, eux mettent de l'eau, du blanc d'œuf, je ne sais quoi. Ils ont un peu et puis des aromates. Mais nous, on fournissait le surimi base qu'on fournit toujours au Japon. Donc, on ne peut rien faire d'autre. Donc, vous voyez, l'aquaculture aujourd'hui, c'est plus que la pêche, et ça va continuer parce que les besoins humains augmentent par le nombre d'habitants et par la diététique et le niveau de vie. Oui. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles zones de pêche à découvrir dans le monde? Ah, quand je suis parti, c'était formidable. La réussite vient aussi que tout était à explorer. C'était vraiment, l'énergie vient aussi de là, parce que c'est quel plaisir, vous découvrez, vous avez des échecs, des réussites, etc. Aujourd'hui, non. Il y a toujours des petites niches, mais non, tout est exploré de haut en bas, malheureusement. J'avais une question, je reviens sur un thème que vous avez énoncé, le tour du monde à l'envers. Est-ce que ça a une signification spéciale? Est-ce que c'est un but spécial, le tour du monde à l'envers? Oui, parce que c'est plus difficile. Ouais. Le challenge était plus compliqué. Et il n'y avait pas beaucoup. Tous les ans, tous les 2 ans, il y a un nouveau qui essaye. Mais c'est tellement difficile. Et c'est un vrai sportif qui veut s'attaquer à ça, ben, il mérite le respect. Quoi. Il n'y a pas d'autre but que de vaincre. Ben, il y en a qui ont vaincu l'Everest, il y en a qui ont... Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'algoculture de maintenant qui commence? De l'algoculture. L'algoculture, oui. Vous parlez des algues comestibles ou alors des micro-algues? Des algues comestibles. Je ne suis pas spécialiste, mais enfin, le wakame et tout ça. Oui. C'est une question de marché, une question de débouché chez nous. Et puis d'entente avec, comment dirais-je, la mer est tellement exploitée par tout le monde, que ce soit l'ostréiculture, la plaisance, tout ça. Il faut avoir les espaces pour le faire, il faut le marché. Mais ça viendra avec le temps, c'est pas quelque chose qui va exploser. Autre question? Est-ce que vous avez des communications avec des écoles de pêche? Pardon? Est-ce que vous avez des communications avec des écoles de pêche françaises? Françaises, non. Et à l'étranger? Oui, j'ai créé l'école de pêche de Dakar. Quand j'ai eu une vingtaine de grands chalutiers, il fallait bien que je trouve des équipages. Donc j'ai commencé par faire chez moi, dans notre entreprise, une école rudimentaire pour faire des boscos. Et puis, j'en ai parlé au ministre de la Pêche de Dakar, et nous sommes allés ensuite à l'ambassade de France, et on s'est arrangé pour que le Sénégal demande à la France une aide pour construire l'école de pêche. En contrepartie, moi, je m'engageais à fournir 10 chefs mécaniciens et 10 patrons de pêche, parmi les meilleurs de nos équipages, de payer leurs études et de les rembaucher après. Et quand j'ai écrit le livre, là, j'ai eu l'idée de leur demander, mais ils continuent toujours dans mon entreprise à faire ça. Et du moment qu'on a assuré ça, l'école de pêche a été créée, et maintenant c'est une très bonne école à Dakar. Et en France, moi je suis dépassé là, j'ai 86 ans, j'étais surtout à l'étranger. Hein. Oui, c'est une école française, ou c'est plutôt sacré
C'est une école française ou c'est plutôt une école... Les 3 micros, je pense qu'il marche, appuie sur le bouton. Voilà. C'est plutôt une école française ou une école qui est consacrée au pays américain. Est-ce que c'est une école française, papier à Dakar ou pas? C'est une école française, c'est ça sa question, ou c'est une école locale que tu as créée? C'est une école de pêche adaptée forcément au pays, hein, mais c'est les mêmes. De toute façon, c'est des patrons de pêche et des instructeurs de France qui sont venus les former. Hein. Et maintenant, ça évolue. Mais l'école est sénégalaise. On a la peine de décoloniser ici. Hein. Le Sénégal est un pays souverain. Hein. Nous sommes sénégalais. Hein? Nous sommes sénégalais. Et nous sommes sénégalais, oui. Voilà, mais parce que quand il y a eu l'indépendance, dans l'euphorie de l'indépendance, les Sénégalais ont pondu une loi exigeant que toutes les sociétés anonymes, leur capital soit détenu en majorité par des Sénégalais authentiques. Oui, mais alors là, il n'y avait pas d'argent, puisque c'était l'indépendance, ils démarraient de zéro. Et toutes les entreprises déménageaient, tout le monde partait. Moi le premier. Et j'avais moins de problèmes que les autres, puisque mes usines à moi, elles avaient des hélices, et j'avais déjà prévu de me rendre en Guinée. Voyant le désastre qui allait se préparer, entre le Sénégal et la France, il y a eu des accords. On est convoqué à l'ambassade de France, tous les patrons, une quarantaine de patrons, les principaux. Oui. Et on nous dit, voilà, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes, on va partir, quoi. Non, ne partez pas, on va trouver des solutions. Vous allez devenir Sénégalais. Oui, vous serez Sénégalais, mais vous resterez Français. Et dans le mois qui a suivi, au mois d'août, une loi est passée. Je ne sais pas si vous étiez encore là. Non, vous n'étiez pas là encore. Parce que Guédon s'occupait de la pêche au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? C'est toi qui as déposé le projet de loi? Pas pour... Mais une loi est passée. Nous avons la double nationalité. Voilà, je suis marié avec... Ma femme n'a pas pris tout de suite la nationalité sénégalaise, mais elle l'a eu facilement après, parce qu'étant donné qu'elle était mariée avec un Sénégalais... Il y avait droit à 4 femmes. Il y avait droit à 4 femmes. Voilà. 4 femmes. Ce qu'elle n'appréciait pas, c'est sur la déclaration d'impôt, on vous disait nom, prénom, nombre d'épouses. J'avais des employés qui avaient jusqu'à 50 enfants. On avait un gardien, on avait un gabanon sur un petit fleuve salé qui était à 180 km de Dakar. C'était un désert. Et on avait un gardien qui était là avec sa femme. Il était monogame. Et un jour, il était super gentil, il avait 40 ans, il n'était pas brûlé les lunettes, enfin bon. Et un jour, il était bourru. Qu'est-ce qui se passe, Modo? Bon, les vieux au village, ce sont des cons. Ah bon? Oui, ils veulent me donner une deuxième femme. Et effectivement, il la comprend, oui. Oui, je dis, elle a quel âge? 18 ans. Ça va pas? Ah non, je suis bien avec ma femme et tout. On revient 15 jours après, il vient chercher les bagages, en sifflotant, etc. Janine lui dit, mais là, madame, elle est là? Oui, elle est là, tout va bien. Une jeune fille de 18 ans, aussi belle que l'autre, elle tombait enceinte ensemble, c'était une harmonie. Et Janine avait le droit aux confidences. Elle dit, mais comment faites-vous tous les trois dans le même lit? Pas dans le même lit, mais sur la même natte. Alors, il lui expliquait comment... Dualité africaine. Oui, c'est une autre civilisation, mais c'était l'harmonie. Et les sauvages, c'était pas les noirs. Hein. C'est donc... Voilà. Je peux poser une question à l'écrivain? Oui, madame. Madame l'écrivaine, parce que... J'ai lu vos deux livres, bien sûr. Et est-ce
est-ce que vous êtes devenu un écrivain là, depuis quelque temps, ou est-ce que vous avez toujours eu envie d'écrire? Est-ce que vous aviez déjà des notes, ou est-ce que vous avez remonté le fil du temps pour écrire ces deux magnifiques livres? Et puis aussi, une autre question, vous avez parlé d'un troisième, alors évidemment, moi j'ai envie de savoir. Une femme, c'est curieux, hein? Non, je suis surpris moi-même d'un écrivain, parce que c'était pas du tout prévu. Par contre, j'étais dans les affaires, je remarquais que quand vous savez bien tourner les choses, vous pouvez obtenir dans les affaires plus que par des beaux discours. C'est écrit. Et là, c'est mon petit-fils qui dit, on entend beaucoup de choses sur toi, c'est Laurent, qui m'a dit un jour, mais papy, il était en train de parler d'héritage, c'est pas marrant, oui, bon. Non, il dit, nous, l'héritage, on s'en fout, mais raconte-nous donc ton histoire, écris-nous quelque chose. Puis je me suis mis à écrire et j'ai pris du plaisir. Quant au... Il n'y a pas eu besoin de faire de plan, le sujet était tout trouvé, j'avais ce que tu viens de nous dire. J'ai écrit ce qu'on a vécu et j'ai pris du plaisir, parce qu'en recherchant dans les archives, des tas de souvenirs sont remontés, et c'est comme une pelote qu'on dévide, et ça revient à des choses que vous croyez totalement... Vous avez totalement oublié et redeviennent avec une netteté. Là, c'est une partie qui raconte, parce que il faudrait 2 ou 3 heures en plus encore pour pour dire tout. Il y a Mais toutes les vies, c'est pareil. Toutes les vies ont leur... Bon. Et on ne saura pas pour le 3e livre alors aussi? Non. Non. Il faudra patienter. J'ai peur de faire une erreur, mais enfin j'y vais quand même. La femme qui n'est pas bien. Première. Et alors à la mairie, les artistes. Merci beaucoup, Michel Adrien. Merci aux jeunes d'avoir posé des questions, d'avoir été intéressés. Ça nous fait plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, sachez que M. Adrien a obtenu le prix des écrivains de Vendée pour son 2e livre. Alors, je ne dis pas second maintenant, parce qu'il va y avoir un 3e. Donc, toujours plus loin. Et le premier, donc vous avez les deux, hein, si vous voulez les regarder. Le premier raconte les 42 premières années de votre vie, si je me souviens bien. Et le deuxième, donc la suite. Et vraiment, c'est très très riche, effectivement, vous avez raison. Il faudrait plusieurs séances comme cet après-midi. Mais c'est pour ça que ça nous donne l'envie de voir et de lire. Donc voilà, je vous encourage tous à les lire. Donc, et puis nous attendrons patiemment le prochain écrit. Encore merci à vous.